Bonjour, je m'appelle Aurélie Croisier de Lacvivier. Je suis l'autrice du livre Briser l'armure du GHB à la pleine présence. J'ai 41 ans et je vais vous raconter mon histoire. Ce livre, Briser l'armure du GHB à la pleine présence, parle d'une agression que j'ai vécue le 1er janvier 2010, une agression à la drogue du violeur, le GHB. C'est une agression dans un cadre très particulier parce qu'on n'a aucun souvenir du fait de la drogue qui nous est versée dans notre verre. Et je vais vous donner un petit peu de contexte sur comment cette agression s'est passée, mais ce dont j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui, c'est du chemin de reconstruction suite à ce type d'agression, mais qui pourra peut-être aider des personnes qui sont en reconstruction en général après une agression ou après une épreuve de vie particulièrement difficile. Je vivais en Chine depuis 6 mois déjà, j'avais 26 ans. J'étais partie vivre en Chine puisque je travaillais déjà dans les échanges culturels avec la Chine depuis quelques années ou dans les échanges touristiques. J'étais une grande voyageuse, c'était quelque chose qui faisait partie de ma vie depuis longtemps. Et en juin 2009, je suis partie vivre en Chine avec mon conjoint de l'époque. Donc j'avais encore une fois 26 ans, on était dans un état d'esprit très festif, très découvrir le monde. À ce moment-là, c'était le 31 décembre 2009, on avait prévu de faire une grosse fête avec mon conjoint, des amis qui étaient venus spécialement de France et quelques amis expatriés de différentes nationalités. Et donc on a décidé d'aller au Marriott, un grand hôtel à Shanghai, pour une grande soirée. Pour donner un petit peu de contexte, il y avait beaucoup de soirées qui étaient organisées pour les expatriés, auxquelles ne prenaient pas forcément part les Chinois. Et donc cette soirée-là, le billet d'entrée était à 100 €. Et 100 €, c'est le prix, c'était le montant d'un salaire d'un ouvrier chinois à l'époque. Donc c'était une grande soirée. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ça donne vraiment du contexte sur l'agression qui a suivi. Moi, j'étais avec ses amis, avec mon conjoint, j'étais en totale confiance en fait. Je me disais rien de particulier, j'étais partie pour célébrer le 31 décembre 2009. J'étais avec ce groupe de personnes, on était une dizaine de personnes en tout. Et je me souviens très bien d'avoir dansé avec 2 amis avec qui j'étais très proche. Et je me souviens très bien d'avoir levé mon verre et d'avoir fait chin-chin. Et puis plus rien. Mais quand je dis plus rien, plus rien. Et le souvenir suivant, je me réveille, enfin le souvenir suivant, ce qui se passe juste après, je me réveille, je suis toute seule. Je suis avec mes habits sur moi, ma robe, mon t-shirt, mais je ne sais pas où je suis. Donc j'étais expatriée en Chine à ce moment-là. Je regarde autour de moi, il y a des murs blancs, il y a 3 femmes qui ont des blouses roses. Je suis allongée sur une banquette. Et je comprends que je suis dans un salon de massage en fait. Et moi je connaissais déjà assez bien la Chine à l'époque. Salon de massage, c'est un peu comme les salons de coiffure chez nous. Il y en a à tous les coins de rue, il n'y a pas de connotation sexuelle. Mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, j'ai hyper peur et tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Et sauf que je me rendors, je me réveille et je me rendors. À ce moment-là, j'avais déjà vécu une anesthésie générale quelques années avant. Et c'est le même état qu'après un réveil, après une anesthésie. C'est un état cotonneux, c'est un état où on est entre deux et on se réveille, on se rendort. Quand je me réveille un peu mieux, je ne sais pas si c'est quelques minutes après ou quelques heures après le premier réveil, je me dis il faut que je rentre chez moi, je cherche mon portable et mes clés et là je vois que j'ai pas ma veste, que j'ai pas mon sac à main et là j'ai hyper peur et je me dis il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde autour de moi, les femmes me regardent avec des grands yeux comme ça. Heureusement, je parle chinois, parce que là, on est vraiment dans Lost in Translation. Et je dis que je veux revenir à ma maison, en fait. J'avais déménagé à Shanghai une semaine avant. Par bonheur, je me rappelais, et je me rappelle encore d'ailleurs, de mon adresse chinoise, shanghaïenne. Et je finis par me faire raccompagner chez moi. Mais en fait, pour bien comprendre ce qui va suivre et ce que je vais vous raconter, il faut vraiment se dire, encore une fois, que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous ai parlé juste avant du GHB, de la drogue du violeur, mais à ce moment-là, je ne sais pas. Moi, je sais juste que j'étais avec mes potes, que je faisais la teuf, et paf, plus rien. Donc là, je veux rentrer à la maison, je veux retrouver mon conjoint, je veux être rassurée, je veux être prise dans les bras. Finalement, c'est le gardien de l'immeuble ou de l'immeuble d'à côté qui me ramène à mon appart. J'arrive devant chez moi. Là, je fais toc-toc à la porte, puisque je n'ai pas les clés. Et qui est-ce qui ouvre la porte? C'est les copains de mon conjoint. Et là, ils me regardent eux aussi avec des grands yeux et ils font « Oh !»
Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, je vais dans la salle de bain pour me laver les mains, me rincer le visage. Et là, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'en fait, j'ai une énorme bosse sur la tête. J'ai du sang qui a dégouliné, le visage tout démaquillé, enfin du maquillage et du sang mélangés sur mon visage. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc là, je leur dis, mais où est-ce qu'il est mon copain? Ils me disent, ah, il est resté à l'hôtel, mais on l'appelle, il revient. Il me le passe au téléphone. Et là, il me dit, mais Aurélie, qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je ne sais pas. Donc je lui dis, bah, je ne sais pas. Il arrive finalement à la maison. Donc on se retrouve, il y a les deux copains de mon conjoint et moi. Et encore une fois, moi, tout ce que je veux, c'est être rassurée et qu'on me dise, Aurélie, ça va aller. Et en fait, mon conjoint me dit, mais avec qui t'es partie? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as trompée? Et là, en fait, c'est atroce parce que, encore une fois, je ne sais pas. Il me raconte ce que lui sait de ce moment-là. Donc, on est ensemble, on fait la fête, on est sur la piste de danse. Lui, il est avec d'autres amis en train de boire autour d'un verre sur une table qui est à proximité de la piste de danse. Et ils se disent, mais elle est où Aurélie? Elle est où Aurélie? Et là, ils réalisent que je ne suis pas en train de danser et que je ne suis pas en train de boire des verres. Donc, en gros, que je manque à l'appel. Ils commencent à me chercher. Ils retrouvent mes affaires sur la banquette à côté d'eux. Là, ils commencent à s'inquiéter. Ils regardent les vidéos de surveillance de l'hôtel. À l'époque, il y en avait partout déjà à l'époque. Et en fait, ils demandent à voir les vidéos de surveillance et ils les voient. Et donc lui, il en visionne une partie et à un moment, il me voit en train de sortir de l'hôtel et de faire la queue avec une personne qu'on voit seulement de dos. Moi, on me reconnaît à cause de mes cheveux. Et lui, on devine que c'est une personne asiatique, mais on ne sait pas qui c'est. Et donc on me voit faire la queue pour prendre un taxi avec lui. Et puis à un moment, je ne suis plus sur l'image. Et on me voit revenir dans l'hôtel 1 heure après et ressortir de l'hôtel toute seule encore quelques minutes plus tard. Moi, il me dit ça et je ne comprends rien. Et lui me dit, mais tu m'as trompé, avec qui t'es parti en fait? Et on en reste là. Et en fait, à ce moment-là, j'ai évidemment pas les mots pour le dire, mais je suis déjà dissociée de moi-même en fait. Parce que moi, j'étais choquée à mon réveil quelques heures plus tôt. Là, je me prends un deuxième choc qui est de ne pas être accueillie, de ne pas être câlinée, de ne pas être consolée, de ne pas être prise dans les bras. Et quelques temps plus tard, et encore une fois, c'est décousu, on va faire dodo. Et au réveil, et là je m'en rappelle bien malheureusement, je vois la scène comme si j'assiste de l'extérieur, du dessus. Bien des années plus tard, j'ai mis le terme dissociation post-traumatique dessus. Je nous vois dans le lit, mon conjoint et moi, et on a un rapport sexuel. Mais je ne suis pas là. Et je ne suis pas là parce que je suis encore sous l'effet de la drogue du violeur, et je ne suis pas là parce que je suis en dissociation post-traumatique. Et en fait, ça s'appelle un viol conjugal. Et il m'a fallu des années pour mettre le mot viol conjugal dessus, des années de reconstruction que je vous raconte juste après. Et c'est horrible parce qu'en fait, à ce moment-là, tout ce dont j'avais besoin, encore une fois, c'était de chaleur humaine, de consolation, d'être prise dans les bras. Et lui, il a probablement voulu être rassuré sur la fidélité, sur sa virilité, j'en sais rien. Et je ne le saurai jamais. Mais là, c'est un autre choc que je vis dans ma chair, dans chacune des cellules de mon corps, et malheureusement dont je me rappelle. Et en fait, bien des années après, on m'a dit, mais est-ce que vous avez dit non? Mais est-ce qu'on peut dire non quand on est drogué? Est-ce qu'on peut dire non quand on est dans l'effet d'une anesthésie générale? Est-ce qu'on peut dire non quand on est en dissociation traumatique en fait? Bah, on ne peut pas dire non, on n'a pas les mots pour le dire. Donc à ce moment-là, on est le 1er janvier 2010. Moi, j'ai ma grosse bosse sur la tête. Je suis à côté de mes pompes, et c'est peu de le dire. Et the show must go on, entre guillemets, quoi. La vie doit continuer. Donc j'ai été, en ce 1er janvier, faire des soins pour mon œil. Et puis les amis rentrent en France. Et il me dit quand même, avant de prendre le train, Aurélie, ça te servira de leçon. En allusion à quelques soirées alcoolisées qu'on avait eues ensemble où j'avais pu avoir des états d'ivresse, quoi. Donc là, autant vous dire, le processus de cadenassage était bien verrouillé, mais encore une fois, il fallait continuer, quoi. Je reprends le travail et à ce moment-là, j'étais dans un bureau d'achat bilingue et ma chef, Vanessa, était française. Et donc, j'arrive dans le bureau d'achat, j'ai ma bosse sur la tête. Ils me disent, qu'est-ce qui s'est fait? Bonne année, et qu'est-ce qui s'est passé? Et je leur dis, j'ai glissé sur un pavé et j'essaye de leur dire un petit mensonge que je m'étais préparée à leur raconter. Et là, Vanessa me fait une blague en fait. Et en fait, je me dis, non, là, je ne peux pas lui mentir. Donc, je lui demande, est-ce que je peux te parler? Et elle me dit, oui, bien sûr. Et je lui raconte en fait mes souvenirs décousus, ce qui s'est passé. Et là, elle me regarde, elle me dit, écoute Aurélie, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais c'est pas normal.
Et elle me dit, tu as été victime de quelque chose. Et elle me dit encore, on n'est pas en France, on a une avocate pour l'entreprise, donc on va aller la voir et on va lui demander ce qu'il faut faire, parce que là, tu as besoin d'aide. Et en fait, c'est 4 jours après seulement que j'ai été considérée pour la première fois comme une victime. Et ça a énormément compté dans mon parcours, parce que 4 jours dans l'état dans lequel j'étais, c'est extrêmement long. 4 jours toute seule, 4 jours à ne pas être aidée, et 4 jours au contraire à être enfoncée et à être culpabilisée, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc là, on va voir Derong, notre avocate chinoise, et je raconte une deuxième fois ce qui est réellement arrivé. Et là, elles me disent, il faut qu'on aille à la police, il faut qu'on aille porter plainte, parce qu'il y a une personne qui t'a fait quelque chose, tu ne t'es pas fait ça toute seule. Je dis, ok. On va à la police, je vais déposer plainte. Autant vous dire qu'en 2010, le dépôt de plainte des femmes victimes de violences sexuelles, c'était pas gagné. Donc là, je raconte mon histoire. Pareil, il faut du temps avant qu'on me prenne pour une victime. Le policier pense que je me suis simplement bourré la gueule et que j'ai fait ça toute seule, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'expatriés qui faisaient n'importe quoi à l'époque en Chine. Et là, le policier dit notamment, en me regardant droit dans les yeux et sans ciller, bon, vous ne savez pas ce qui vous est arrivé, mais je vous précise tout de suite qu'une fellation forcée n'est pas un crime en Chine. Et moi, en fait, je ne savais même pas ce que j'avais fait avec ma bouche, avec mes mains, avec mon corps. Je dis, ok. Et c'était assez dur à entendre, évidemment, comme vous vous doutez. On va au Marriott pour demander à voir les vidéos de surveillance qui avaient été vues par mon conjoint. On dit à mon avocate au téléphone, ok, vous allez pouvoir les voir. Et donc je me dis, ça va peut-être me faire remonter des souvenirs. Et en fait, finalement, arrivé sur place, ils ne veulent pas qu'on voit les vidéos. Je suppose entre-temps qu'ils avaient été corrompus, parce que la corruption allait déjà bon train en Chine à l'époque. Et donc je reviens bredouille au commissariat, et là j'ai vraiment un sentiment de... En fait, c'est même pas qu'on m'a volé mon histoire, mais je ne saurais jamais ce qui m'est arrivé, à quoi bon, quoi. On termine un peu comme ça, et là, Vanessa, qui m'a accompagnée toute la journée, et je peux dire, qui m'a littéralement sauvé la vie à ce moment-là, en m'aidant, en m'accompagnant, en me tenant la main, me dit, Aurélie, il y a un médecin français en fait à Shanghai, et je pense qu'il faut que tu ailles le voir, parce que tu as été te faire recoudre, ok, au-dessus de ton œil, mais tu pourras au moins parler un petit peu en français avec cette personne-là, ça te fera du bien. Je suis pas vraiment convaincue, mais je me dis, ok, allons-y, de toute manière, la journée est déjà tellement horrible, et ces derniers jours, je suis déjà tellement perdue dans ce que je vis, et pourquoi pas. Et en fait, elle a ultra bien fait, parce que là, j'arrive dans ce cabinet de médecin, et c'était un peu comme un cabinet de campagne, en fait, avec le même genre d'affiche, le même genre d'odeur que ce qu'on pouvait avoir chez un médecin français. Et donc, il me reçoit, on est en fin de journée, ça doit faire 4 jours que j'ai vécu cet incident, comme je l'appelle. Et je lui raconte. Et là, il me regarde et il me dit, vous savez Aurélie, il y a 10 000 Français qui vivent à Shanghai actuellement. Et des jeunes femmes comme vous, j'en vois une par mois. Et il me dit, ce que vous avez vécu, c'est la drogue du violeur. C'est le GHB. Et il me dit encore, les Françaises baissent leur garde parce qu'elles pensent que ça ne circule pas en Chine, parce que vous êtes plutôt à l'aise. Parce qu'en effet, en Chine, on n'a pas les mêmes rapports hommes-femmes. Et je me suis jamais sentie regardée, sifflée, comme ça peut être le cas en France, comme ça pouvait être le cas en France et en Europe. Donc il y a un côté un peu on est en confiance. Donc le médecin continue et il me dit, les Françaises en fait baissent leur garde, mais ça circule. Et ce que vous me décrivez, votre dernier souvenir très précis, le fait que vous avez probablement laissé votre verre sur le bord de la piste, c'était le cas. Le fait que vous vous soyez réveillé dans un état très cotonneux, je me réveille, je me rendors, la peur et même la bosse sur votre visage, parce qu'il ausculte ma bosse et il me dit, ça, il y a des éraflures en fait, et vous êtes tombé de votre hauteur, probablement dans un état de semi-réveil. Il me dit, c'est la drogue du violeur, c'est sûr. Et il me dit, ce qui s'est probablement passé, c'est que vous étiez avec vos amis, vous avez bu, vous avez rigolé, quelqu'un vous a versé de la drogue dans votre verre, vous n'avez évidemment eu aucun souvenir de ce qui s'est passé à partir du moment où la drogue a fait effet, vous avez accompagné l'agresseur dans cette queue de taxi, vous êtes parti avec lui. À un moment, après un laps de temps, vous avez repris connaissance, vous avez voulu revenir voir vos amis à l'hôtel, mais là, vous n'avez aucun repère, vous êtes reparti toute seule, et là, vous êtes tombé de votre hauteur et quelqu'un vous a ramassé et vous a mis dans ce salon de massage. Il me raconte tout ça, je me dis ok. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule reconstitution que j'ai et que j'aurai jamais de cette soirée. Et il y a un truc qui me choque particulièrement dans ce qu'il me dit, c'est le fait que je tombe de ma hauteur. Cette image, en fait, où je me vois tomber par terre, me choque. Et probablement parce que c'est quelque chose qui me fait prendre conscience de la violence, en fait, de ce que j'ai vécu, du fait que mon corps ne m'a plus appartenu pendant un laps de temps certain. Et puis, il rajoute,
Mais vous vous demandez sans doute si vous avez été violée ou ce qui a pu se passer avec votre corps. Et il me dit probablement vous n'avez pas été violée parce que vous aviez vos habits, vos collants, votre jupe, et parce que votre corps vous s'en serait souvenu. Et à ce moment-là, qu'il me dise ça, ça m'aide énormément. Mais des années plus tard, en fait, cette information n'était plus valable et je vais vous raconter pourquoi après, puisque la drogue du violeur a un effet très particulier sur le corps, désinhibant notamment. En tout cas, là, j'en suis là. Et ce qu'il me dit, ça me fait beaucoup de bien à l'entendre parce que je réalise que c'est pas seulement de ma faute, que je me suis pas juste bourré la gueule et que malgré ce qu'a pu me dire mon conjoint avec toute sa malveillance, parce qu'il était clairement question de malveillance, ben je me sens déjà un petit peu mieux. Sauf que le cadenassage interne dont je vous ai parlé juste avant avait déjà fait effet. Donc là, moi je reprends ma vie en fait comme si de rien n'était. Et ce que je mesure pas du tout, c'est à quel point je m'enferme à l'intérieur de moi-même. Et pour moi, c'est vraiment important de le raconter aujourd'hui parce que on mesure pas ce que c'est enfin, je ne sais, enfin si, je sais ce que c'est aussi de vivre une agression et de s'en souvenir, puisque le viol conjugal c'était ça. Mais finalement, de vivre une agression et de pas s'en souvenir, c'est tellement facile de le mettre dans un coin de sa tête et de jamais s'en rappeler en fait, parce que c'est trop douloureux. Et là, c'est ce que je fais finalement tout le temps où je vis en Chine. Mais voilà, je me dis, c'est un accident, ce qui s'est passé, je le laisse dans un coin. Alors je le raconte vraiment plus en détail dans le livre, il y a quand même des moments où je flanche presque. Mais en fait, la question revient régulièrement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'en parle pas et je ne me fais pas aider. Je ne me fais pas aider aussi parce qu'on est en Chine et que je me vois mal raconter ça en chinois ou en anglais à un psy, quoi. Je me dis, on verra plus tard. Je trouve quand même une coach avec qui je fais un petit travail pour lui raconter ce qui s'est passé et qui m'aide en fait à aller de l'avant. Et aujourd'hui, je le vois plutôt comme un pansement sur une jambe de bois, mais par contre, elle me donne un conseil et qui est crucial pour la suite. Elle me dit essayez d'investir une pratique, quelle qu'elle soit, une pratique artistique, une pratique sportive, pour vous aider à aller de l'avant. Et à ce moment-là, moi, j'avais déjà ouvert un blog de voyage puisque j'avais déjà l'écriture en fait en passion. J'écrivais depuis des années, donc je vous ai parlé très rapidement de ma vie professionnelle. Je travaillais dans les échanges culturels avec la Chine, dans les échanges touristiques avec la Chine, puis dans les achats textiles franco-chinois. Il y avait toujours cette rencontre avec l'autre qui était au cœur de mon activité professionnelle et cette envie de découvrir l'autre ou l'altérité en général. Et depuis toujours, en fait, depuis mes premiers voyages à l'âge de 14 ans, j'écrivais. Mais à ce moment-là, c'était vraiment pour pas envoyer des tonnes et des tonnes de lettres ou de courriels à mes amis. Ça n'avait aucune vocation, on va dire, thérapeutique. Et à ce moment-là, quand cette coach m'a dit ça, je me suis dit, ok, je vais investir l'écriture différemment. Et ça a été un espace en fait de liberté et un espace thérapeutique en fait. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, ma vie continue, K1, K1. Et 1 an et demi après, on décide avec mon conjoint de rentrer en France. Et je lui propose de faire un grand voyage avant de quitter l'Asie. Et on part pour 2 mois d'aventure sur les routes du sud-est asiatique. Lui, au bout de 3 semaines ou 1 mois, il me dit « Ah, j'ai envie de rentrer en France, je stresse un peu pour ma recherche de travail, etc. » Enfin voilà, il repart en France, je lui dis « Ok, moi je vais continuer toute seule. » Et j'avais 3 semaines devant moi. Et c'est là où il y a des choses qui ont commencé à se passer. Il prend l'avion pour rentrer en France. Et très bizarrement, je me sens mieux sans lui. Et je me dis « Tiens, est-ce que c'est le fait d'avoir envie de voyager qui fait que je me sens mieux? J'en sais rien. » Je me retrouve à Bangkok quelques jours plus tard, c'était prévu dans mon voyage. Et là, chose très étrange, je rencontre une personne. Moi, je suis de tempérament hyper fidèle et ça m'a malheureusement à plusieurs reprises joué en ma défaveur. Une très très grande fidélité et loyauté, parfois plus envers l'autre qu'envers moi-même. Et là, je rencontre cette personne et c'est trop étrange parce que je me dis, mais comment je m'autorise en fait à avoir des sentiments pour quelqu'un ou en tout cas à avoir ces émotions pour quelqu'un? C'était un peu tôt pour parler de sentiments, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une espèce de coup de foudre express. Je ne fais rien, je ne consomme pas la relation parce que je suis ultra fidèle, mais en revanche, ça devient une amitié ultra intense et qui me dérange en fait. Et je me dis, il y a un truc là qui cloche avec mon conjoint. Et à ce moment-là, je commence à repenser un tout petit peu à l'agression, que je nomme toujours pas agression, mais à l'incident qui s'est passé 1 année et demie avant. Et je me dis, bon, on verra à mon retour en France ce qui se passe. Et là, je suis à Bangkok. Pour rentrer à Paris, j'ai mon avion qui fait un stopover à New Delhi, en Inde. Et là, c'est très très étrange. Je retrouve Divya et une autre amie. Et toutes les 3, je leur raconte voilà, ma rencontre avec ce voyageur à Bangkok. Mais surtout, je leur reparle de ce qui s'est passé à Shanghai 1 an et demi avant.
Et là, en leur en parlant, il y a toute l'émotion qui remonte, toute l'intensité. Je leur raconte aussi ce que mon conjoint a fait le lendemain. Et là, je me dis, ça va pas en fait. Il y a un truc qui va pas. Et pour la première fois, je me dis, mon conjoint n'a pas été à la hauteur de la situation. Et surtout, j'ai vraiment été victime de quelque chose de gros. Et quand j'arrive en France, donc à Paris, il me retrouve à l'aéroport. Et là, je sais direct que je vais le quitter. Et je sais qu'il y a quelque chose qu'il faut que je regarde en face et qui est énorme. À ce moment-là, j'étais rentrée de Chine pour mon ex-conjoint en partie. Je me retrouve toute seule à Paris, sans personne, sans taf, sans amoureux. Et je me dis, ok, là, je vais devoir reprendre ma vie en main de A à Z. Je trouve un travail assez rapidement dans les achats en ligne. Bon, c'était pas forcément le job d'une vie, mais en tout cas, c'est un travail qui me permettait d'avoir une stabilité financière. Et surtout, je me dis, le travail que j'ai fait avec la coach il y a 1 an et demi, il suffit vraiment pas. Je vais devoir me faire aider. Et là, c'est finalement 1 année et demie après l'agression que je vois pour la première fois un psy. Une psy, en l'occurrence, Bernadette Simonet. Et vraiment, ça, c'est un truc hyper important par rapport à toutes les thérapies que j'ai pu faire après ou à toutes les aides que j'ai pu avoir après, de faire un vrai travail avec un psychothérapeute, avec un psychiatre, avec un psy, quel qu'il soit. C'est hyper important parce que on est avant tout des êtres qui se racontons des histoires. Et les mots qu'on va mettre sur sa propre agression, c'est vraiment ultra important. Donc, commencer par un travail psy, pour moi, c'est fondamental. Donc là, je le fais un petit peu à rebours, 1 an et demi après. Et cette psy, en fait, ne va pas me dire pourquoi vous êtes arrivé une agression à la drogue du violeur ou pas. Mais une des questions principales qui se pose, c'est pourquoi je ne me suis pas fait aider plus tôt ? Pourquoi j'ai laissé mon ex-conjoint, celui qui est devenu un ex entre-temps, me laisser traiter comme ça ? Pourquoi je n'ai pas demandé d'aide à mes parents, à mes meilleurs amis ? Pourquoi j'ai vécu ça toute seule ? Et là commence un premier effeuillage de ma psyché. Et je mets pour la première fois le mot agression sur ce qui m'est arrivé. Et double agression. Et puis à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui m'avaient parlé, il y a 2 personnes qui m'en avaient parlé de méditation, en me disant la méditation pourra peut-être t'aider, quand je vivais encore en Asie. Et Divya à New Delhi me dit ça aussi. Elle me dit peut-être que la méditation Vipassana pourrait t'aider. Et finalement, quand j'en parle avec cette psy, il se trouve qu'elle aussi elle pratique la méditation. Et là, je me dis, ok, ça fait plusieurs fois que ça vient à mes oreilles. Je vais apprendre à méditer, sachant que j'étais plutôt une personne très speed, toujours orientée vers l'action. C'était un des schémas que j'ai spoté vraiment avec ma psy, le fait de toujours être dans le faire, faire, faire. Et là, je me dis pour la toute première fois de ma vie, je vais apprendre à méditer. Et donc, je m'inscris à un stage de méditation Vipassana. Donc, la méditation Vipassana, certains d'entre vous connaîtront peut-être, c'est une technique de méditation qui se dit être enseignée par le Bouddha en ligne directe depuis donc, de très nombreuses années. Et c'est une méditation qu'on appelle sans objet. Christophe André l'a aussi démocratisé à sa manière. Donc c'est une méditation où on ne va pas se focaliser sur une image, sur un mantra, sur une phrase, sur quelqu'un qui vous parle, mais simplement sur les sensations de son corps, à commencer par la sensation du souffle dans ses narines et ensuite les sensations de son corps. Et donc la manière qu'on a de l'apprendre aujourd'hui partout sur Terre et aussi en France, c'est de partir 10 jours, méditer 10 heures par jour, sans aucun support. Et pendant 10 jours, on est en silence. Pendant 10 jours, on médite 10 heures assis sur un coussin. Et pendant 10 jours, on ne fait rien d'autre que de se concentrer 30 heures entières, donc 3 jours entiers sur sa méditation, sur sa respiration, pardon, et ensuite les 7 jours suivants sur les sensations de son corps. Autant dire que c'est une technique ultra efficace. Je suis sortie de ces 10 jours de méditation en ayant acquis cette technique et en sachant méditer. Sauf que, avec du recul, je me dis que c'est une technique et une méditation qui ne sont pas tout à fait bienveillantes, dans le sens pas tout à fait adaptées aux occidentaux que nous sommes, qui passons déjà beaucoup de temps dans notre psyché. Et donc, pendant ces 10 jours-là, j'ai eu beaucoup de pensées qui sont remontées en tête et de peur, que heureusement j'ai pu analyser et dépioter avec ma psy. Et là, j'ai vu une des choses les plus importantes, c'est à quel point j'avais peur de l'homme en général. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même quelque chose de gros qui est sorti. Et pour la première fois de toute ma vie, j'ai pu dire après ce stage de méditation, je suis en train de me remettre d'un viol. Je n'avais jamais utilisé ce mot-là. Et je l'ai utilisé pas parce que j'ai eu des souvenirs justement d'une fellation forcée ou d'autre chose, mais parce que j'ai compris que ma psyché avait été violée et que j'avais été maltraitée dans mon intériorité.
Donc je continue mon travail avec ma psy. Et puis au bout de 9 mois, je commence à me sentir vraiment mieux. Là, on est en 2012, donc 2 ans après l'agression. Et voilà, je sens que ma vie reprend, ma pleine vie reprend ses droits. Je rencontre quelqu'un qui va devenir mon mari et le père de mes fils, avec qui je m'entends très très bien. On commence à se rapprocher. Et en fait, c'est comme si ma vraie vie pouvait prendre enfin son envol. Et à ce moment-là, j'investis beaucoup plus l'écriture. Mon blog continue. Mon blog qui s'appelle Curieuse Voyageuse et qui existe encore aujourd'hui. Je suis invitée pour ce blog, je voyage à l'étranger, j'écris un premier guide de voyage, un éditeur me contacte pour publier ce qui sera mon premier livre qui s'appelle La Chine à fleur de peau. Et vraiment, tous les voyants sont ouverts et ma vie prend le dessus, quoi. Donc, j'arrête de travailler avec avec ma psy. J'ai acquis cette technique de méditation, mais finalement, ben voilà, je suis amoureuse, je la laisse un peu de côté, quoi. Et là commence une grande période de ma vie qui commence entre 2012 et 2018-19 où je suis hyper heureuse. Je trouve un nouveau travail où je deviens responsable communication dans le tourisme et là, toutes mes expériences professionnelles précédentes prennent sens. Et puis, quelque chose se passe qui était vraiment inattendu, en tout cas dans ses conséquences. Je suis à nouveau maman et quand il naît, mon deuxième fils, je suis épuisée. Et il y a un truc à ce moment-là, vraiment, pour reprendre cette image de jonglage ou de jonglerie, patatras, tout tombe par terre. Et je me rends compte, en fait, que j'étais énormément dans le faire et que je tenais beaucoup de choses comme ça. Et qu'il y avait des choses qui étaient déséquilibrées, notamment dans ma vie conjugale, dans ma vie de femme, en fait, de superwoman, quoi. J'en étais là, hein, comme beaucoup de jeunes femmes qui ont une vie de cadre dynamique, qui essaient d'avoir une vie de couple, une vie amicale, etc. Enfin, je cochais toutes les cases, sauf celle d'être dans la sérénité de moi-même et de ma relation avec moi-même, quoi. Et là, mon deuxième fils vient tout foutre par terre. Pourtant, il n'est pas particulièrement plus difficile que l'autre, etc. Mais je me rappelle vraiment de me dire, je ne vais jamais y arriver. Et chaque journée, à partir notamment du moment où j'ai repris le travail, c'était de 7h du matin à 21h le soir, mais comment je vais tenir chaque journée? Et je suis sûre que toutes les mamans qui ont un ou plusieurs enfants selon les configurations familiales et qui essayent de faire d'autres choses à côté dans leur vie, ou peut-être même qui essayent juste d'être maman au foyer, comprendront ce que je raconte là. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai besoin de respirer. Enfin, c'est même pas j'ai besoin, c'est il faut que j'arrive à respirer. Et là, je me dis, j'ai besoin d'un tout petit truc pour moi et je cherche une pratique. Et en fait, je trouve une pratique de Qigong en plein air et je tombe sur une professeure géniale qui s'appelle Sonia Mahé, qui a cette pratique en région parisienne où je vis à ce moment-là. Et je commence à pratiquer le Qigong avec elle. Et en fait, elle me refait penser à la méditation et elle nous parle de la cohérence cardiaque. Et en fait, elle nous dit, en fait, on peut méditer 3 minutes 2 fois par jour, mais ça va vraiment vous aider à respirer. Et je me dis, oui, c'est ce qu'il me faut. Et là, je commence à repratiquer la méditation Vipassana, mais 3 minutes par jour. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'après nos 10 jours de stage, il nous explique que pour bien pratiquer la méditation Vipassana, il faut faire 1 heure le matin, 1 heure le soir, toute sa vie. Et moi, évidemment, je n'ai pas réussi à le tenir. Et là, les 3 minutes le matin et le soir, ou 3 minutes matin, midi et soir, ça me paraît beaucoup plus abordable. Et en fait, je commence, là on est en 2018, donc c'était il y a 6 ans, au moment où je vous parle, je commence à méditer matin et soir. Et j'ai plus jamais arrêté depuis. Et en fait, je commence tout petit. Je commence 3 minutes avec la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est simplement inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes pour ralentir, pour prendre conscience de son souffle et finalement pour harmoniser le battement de son cœur, d'où le terme cohérence cardiaque, avec tous ces processus internes, qui soient respiration ou physiologiques. Et à ce moment-là, très précisément, avec cette toute petite méditation, commence le début d'un long chemin de reconstruction vers moi-même. Et ce que je comprends assez rapidement avec la méditation et qui s'est vraiment confirmé, là je médite depuis 6 ans tous les jours, et beaucoup plus que 3 minutes par jour. Et c'est vraiment ça que je comprends dès le début et qui s'est confirmé avec l'expérience, c'est que la méditation, en fait, ça nous permet d'avoir un tout petit espace qui est vraiment aussi fin qu'une feuille de papier à cigarette, mais c'est vraiment 1 millimètre ou un cheveu, un
tout petit espace de respiration qui nous permet de prendre un tout petit peu de recul avec la réalité. Et plutôt que d'être en réaction et du coup en réactivité, ce que nous permet ce papier à cigarette, c'est qu'avec tous les stimuli que la vie ne nous manque pas de nous tendre, que ce soit mon bébé qui crie, mon conjoint qui m'active, le travail trop difficile, etc., eh ben, on a un tout petit espace de respiration qui nous permet de ne pas être en hyper-réactivité permanente. Et donc, à ce moment-là, bon, je n'ai pas toute cette conscience, mais je sens bien que ça m'aide. Je commence à méditer, je vais pratiquer le Qigong toutes les semaines avec Sonia, ça devient cet espace pour moi-même. Et je réalise qu'avec le père de mes fils, ça ne va pas. Je prends conscience que bien malgré moi, ça ne va pas au point où je souhaite divorcer. Je lui annonce une année plus tard, le temps que je prenne bien conscience de tout ça et que tout se mette en place, donc on est le 1er janvier 2020, que je veux le quitter. Et sa réaction me surprend énormément. En fait, il me dit « Mais je comprends ce que tu me dis, Aurélie, c'est la sonnette d'alarme dont j'avais besoin, je t'en supplie, mettons-nous en chemin, mettons-nous en chemin, laisse-moi te montrer des preuves que je peux changer, etc. » Et je me dis en même temps, et c'est super important pour la suite, je ne vais pas le laisser se remettre en chemin tout seul, parce que si je fais alors, est-ce que tu as vraiment changé ? Le couple, il n'a aucune chance de fonctionner. Donc je me dis, ok, moi aussi je vais me mettre en chemin, et je lui dis, c'est quoi qu'il faut que je change vraiment ? Et lui me dit, bah, c'est ta violence verbale en fait. Il me reprochait depuis des années que j'étais trop impétueuse en parlant. Moi, dans ma famille, c'était comme ça qu'on communiquait, ça me paraissait tout à fait ok, mais pour lui, c'était selon lui la cause de tous nos problèmes. Donc je me dis, ok, je vais aller regarder ça en face, quoi. Si ça peut sauver toute ma vie de famille, pourquoi pas ? Et donc là, la méditation est déjà un peu plus présente dans ma vie, le Qigong aussi. Je trouve un espace, un petit peu de respiration. Et puis en 2020, il se passe quelque chose dont tout le monde se rappellera, un fameux confinement qui va accélérer en fait ce mouvement qui était déjà en œuvre. Et donc je recontacte ma psy, on reprend nos échanges où ils étaient. Et puis elle me dit voilà, elle m'aide en fait à comprendre encore dans mes schémas familiaux où on en est. Et puis on est confiné. Et finalement, le confinement a eu une valeur d'accélération sur mon chemin, mais à un point exponentiel. Et si aujourd'hui, avec des années de recul, je devais revivre la même chose, ben ouais, je revivrais ce confinement, même s'il n'a pas toujours été facile. Et qu'est-ce qui est ressorti pendant ce confinement, alors que je me disais d'où vient cette violence verbale, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Ma colère. Et quelle était une des raisons de ma colère, parce que les raisons étaient nombreuses, l'agression à la drogue du violeur. Et là, c'est ouf, en fait. Je pensais vraiment, vraiment avoir fait le tour du sujet 7 années avant avec ma psy, mais pas du tout. En fait, à ce moment-là, alors que j'étais enfermée dans mon appart, j'ai repensé à mon ex-conjoint notamment, puisque l'agresseur de Shanghai, je ne saurais jamais qui c'était, celui qui m'a mis la drogue de violeur dans mon verre, mais mon ex-conjoint en fait. Quand on s'était séparés, je ne lui avais jamais dit mes 4 vérités. Et je ne lui avais jamais dit à quel point c'était une sous-merde de m'avoir traité comme il m'avait traité. Et là, alors que j'étais entre 4 murs, la colère est remontée. Et en fait, j'ai commencé à faire plein de liens et plein de choses et de me dire, ben ouais, ma violence verbale, c'est peut-être parce que je ne laisse pas s'exprimer cette colère et elle ne peut pas sortir par la porte, alors elle passe par la fenêtre et qu'il y ait des grosses piques, j'appelais ça la parole mitraillette à l'époque. Et oui, en effet, mon mari et mes fils, ils n'ont pas à se prendre ça dans la face. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus avec ma psy, à investir la méditation, mais tellement différemment, à faire du yoga, je commençais à en faire un tout petit peu. J'ai commencé à pratiquer le yoga Kundalini, que je n'avais jamais pratiqué jusqu'alors et qui est génial parce qu'en fait, on a une activité cardio hyper forte qui permet justement de faire sortir toutes ces émotions, quelles qu'elles soient. Et après, on transforme ça avec des mantras pour essayer d'être dans une énergie plus de sérénité et de paix. J'ai eu beaucoup de discussions avec des amis, sœurs, comme je les appelle, qui étaient aussi en chemin. Et justement, j'ai commencé en fait à me mettre sur un chemin de spiritualité beaucoup plus important que jusqu'alors je nommais pas vraiment, mais qui là a commencé à prendre plus de place. Et là, en fait, j'ai commencé à me rapprocher de ma verticalité. À l'époque, je disais de plus grand que moi à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je peux vraiment l'appeler Dieu. Alors, si pour certains, c'est trop difficile parce qu'ils imaginent le Dieu avec sa barbe blanche, ça peut être la vie, la source, la nature, le vivant, on l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à me rapprocher de plus grand à l'intérieur de moi, dans cette verticalité-là. Et ma pratique de méditation a commencé à avoir une ampleur différente. Et en fait, après le confinement, ça a continué.
Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et une des manières que j'ai de le nommer, c'est l'invisible, qui a commencé aussi à s'incarner beaucoup plus dans ma vie. Et puis voilà, j'ai continué à lire, à rencontrer des personnes. J'ai des amis qui étaient en chemin spirituel, qui m'ont conseillé certains de leurs praticiens. J'ai fait beaucoup de choses aussi en psychocorporel, parce que j'ai compris que si j'avais traité l'aspect psychique de ma double agression, en fait, en psychocorporel, ce n'était pas le cas. J'ai notamment eu une pratique d'ostéopathie intrapelvienne, donc c'est l'ostéopathie à l'intérieur du corps, donc concrètement à l'intérieur de ses parties intimes, pour soulager quand on a eu des agressions sexuelles. Et voilà, enfin vraiment, c'est à ce moment-là aussi, en 2021, que j'ai nommé pour la première fois ce que mon ex-conjoint m'avait fait, viol conjugal. J'ai même été déposer une main courante contre lui, parce que j'avais vraiment besoin d'incarner dans la matière que c'était pas possible en fait ce qu'il m'avait fait. Et je voulais pas aller porter plainte, parce que je me suis dit, bon, la justice et la police, c'est des temps très longs, et ils vont pas forcément m'apporter gain de cause, mais parce que j'avais pas de souvenirs, et j'en ai toujours pas malheureusement, mais par contre, aller devant cette autorité absolue qui est encore la police aujourd'hui pour nous, bah, ça a une valeur. Et d'ailleurs, les agressions, les femmes victimes d'agressions sexuelles, je vous le conseillerais vraiment, même si parfois j'ai pu entendre des femmes qui disent « oh, j'ai pas confiance à la police, ça sert à rien et tout ». Ben moi, je trouve que dans son travail, de se considérer soi-même comme une victime et de vraiment d'empuissancement, en fait, parce que c'est ça que je vous raconte, c'est mon chemin d'empuissancement, ben ça a vraiment un rôle hyper important de finalement aller dégueuler tout ce qui a pu nous arriver devant un policier ou devant une policière. Donc en 2021, j'ai fait ça. Et puis, la vie n'avait pas fini de me surprendre, parce qu'à ce moment-là, il y a l'écriture qui a pris de plus en plus de place, d'une part, et avec une place vraiment très importante, c'est-à-dire que pendant le confinement, alors que j'avais laissé un peu l'écriture de côté, avec notamment mon deuxième fils et le burn-out, j'ai eu envie d'écrire en fait. J'ai eu très envie d'écrire, et j'ai eu ce sentiment que écrire me justifiait. Et à ce moment-là, j'ai investi l'écriture différemment pendant le confinement, même si j'avais que 10 minutes par jour, je me suis dit, j'écris au moins 10 minutes tous les jours. Et finalement, après le confinement, j'ai écrit mon premier roman, et voilà, j'ai senti qu'écrire devait prendre de plus en plus de place dans ma vie. Et après le confinement, on a eu un plan de départ volontaire dans mon entreprise. Je bossais encore dans le tourisme à l'époque, et je me suis dit, et si j'essayais de vivre de mes écrits? Et donc c'était fin 2020 que j'ai pris la décision. Et aujourd'hui, 3 ans et demi plus tard, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, puisque je suis autrice à plein temps, puisque j'ai publié ce livre « Briser l'armure » pour laquelle je vous parle, et que j'ai publié entre-temps un roman qui s'appelle « Réveil à Shanghai », et qui a été l'étape intermédiaire en fait entre les écrits sur mon blog et différents écrits et ce livre « Briser l'armure ». Et là où l'écriture a eu une place déterminante dans mon chemin, c'est que avec ce roman Réveil à Shanghai, j'ai écrit un épilogue très 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 personnel. Et dans cet épilogue, j'explique ce qui m'est arrivé en fait. J'explique ce que je vous raconte là, mais en 3 pages. Et quand j'ai publié ce roman, je me suis dit, oh, ils vont savoir. Et j'ai eu tellement peur. J'ai pas eu peur sur le jugement de mon livre, mais j'ai eu peur que le grand public sache ce qui s'est passé. Bon, pas du tout, il n'y a pas eu d'effondrement. Mon livre est sorti et tout s'est bien passé. Mais en revanche, et c'est là où la magie de la vie a opéré, si on peut dire, j'ai une amie qui m'a fait une interview vidéo qui est passée sur Yahoo Actualité pour témoigner sur le GHB et la soumission chimique. Et en fait, elle a fait un témoignage très très juste avec un super montage. Mais quand la capsule vidéo est passée sur la une du site de Yahoo, la personne qui a mis la personne en charge de la une du site a mis un titre pourri. Il a mis un titre pour avoir le plus de clics possible, qui était « Le lendemain de son agression, son conjoint la viole ». Et donc moi, je me suis totalement sentie dépossédée de mon témoignage vidéo, mais aussi de mon livre. Et ça m'a tellement énervée. C'était l'été 2022. Je me suis dit, je vais écrire un témoignage, je vais écrire un livre, et il n'y aura pas un seul mot qu'on pourra bouger à ma place. Et ce livre, ça sera le livre de ma reconstruction, parce que cette agression, c'est pas la fin de mon histoire, c'est pas ce qui doit faire les gros titres, c'est le début de mon histoire. Et moi, j'ai envie que mon histoire, elle serve, et de montrer que ce chemin de reconstruction, qui est finalement un chemin d'empuissancement, parce que quand on me voit aujourd'hui, on se dit « Oh, la petite Aurélie, c'est une petite chose qui est restée bloquée dans son agression ». J'espère qu'on se dit « c'est une femme, en fait. C'est une femme qui a tous les pouvoirs qu'elle veut entre ses mains, en fait. Et si c'est le pouvoir absolu de mener sa vie de A à Z, c'est ce pouvoir-là. Si c'est un pouvoir de se laisser aller avec le flot de la vie, c'est ce pouvoir-là. Et moi, j'avais envie que ce soit cette histoire-là qu'on raconte.
Et c'est l'histoire que j'ai racontée avec Briser l'armure. Mais en 2020, il y a eu aussi quelque chose d'autre qui s'est passé. La place de l'invisible a pris une place très importante dans ma vie. En fait, l'été 2021, j'avais mes mains qui commençaient à chauffer pendant que je méditais, puisque donc ça faisait déjà 3 années que je méditais quotidiennement. Là, j'étais à peu près à 15-20 minutes de méditation matin et soir. Et je m'étais dit, bon, mes mains chauffent parce que je suis bien alignée dans ma méditation. Et puis un jour, sur un stage d'été où j'étais avec des amis, on partageait un moment, un stage de danse, où on était dans une belle sororité d'amis, quoi. J'ai une copine qui s'était fait mal pendant ce stage et qui a eu hyper mal à son mollet. Et je me suis dit, pendant une de mes méditations, tiens, s'il faut, elle peut sentir la chaleur de mes mains sur son mollet. Donc je lui propose, elle sent effectivement ma chaleur sur son mollet, je sens sa douleur et sa peine, mais il ne se passe rien d'autre. Première leçon pour la suite, humilité. Mais voilà, j'étais quand même contente qu'elle sente ma chaleur. Donc j'ai d'autres amis qui avaient aussi des petits bobos parce que c'était un stage de danse ultra intense. Et je leur mets pareil les mains. Une, elle avait une grosse migraine, donc je lui mets les mains sur la tête. Et l'autre, elle avait un gros souci au pied, donc je lui mets la main sur le pied. Et les deux reviennent 15 minutes après, en courant vers moi, à me dire « Aurélie, c'est génial, on a plus mal, j'ai plus ma migraine, ça faisait 3 jours, elle passait pas, j'ai plus mal au pied, je pouvais plus poser le pied par terre, je peux courir maintenant. » Et j'étais là « Waouh, ça c'est possible grâce à mes mains !» Et en fait, à ce moment-là, j'ai découvert une capacité de magnétiseuse, de guérisseuse, de coupeuse de feu, on met le mot qu'on veut derrière. En tout cas, une capacité de guérison qui passait à travers mes mains. C'était l'été 2021, ça fait pile 3 ans maintenant. Et ce qui a été assez fou, c'est que c'est arrivé très spontanément et avec des effets assez waouh. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi à Paris, quelques jours après, où j'ai pu continuer à pratiquer, j'ai essayé de faire un stage de Reiki, de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec cette énergie, mais sauf qu'elle était déjà là en fait. Et à chaque fois, ben non, les portes sont fermées, quoi. J'allais pas me mettre dans une salle pour sentir l'énergie, elle était là. En revanche, j'avais une de mes amies de Shanghai qui est elle-même une guérisseuse et avec qui j'ai fait des sessions pour essayer de comprendre ce qui se passait. C'était plutôt des sessions d'échange et dès que je lui racontais quelque chose, en fait, elle venait valider toutes mes intuitions. Et ce que j'ai compris à ce moment-là et qui a été vraiment extraordinaire et qui l'est toujours aujourd'hui, c'est que c'est parce que j'ai vécu tout ce chemin de reconstruction, parce que j'ai dû passer en fait par une sorte d'effacement de ma personnalité, parce que tout ce que je vous ai raconté là, c'est on ne sait pas en fait comment on doit réagir quand on a une agression comme ça. Son cerveau, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et qui est-ce qui sait le mieux? Ce qu'on peut faire, c'est le cœur. Et finalement, de petit à petit, laisser de plus en plus de place à l'espace du cœur, ça m'a permis de laisser beaucoup plus de place à mon moi supérieur, à mon âme, à cette part divine que je pense, en tant que femme qui a la foi qu'on a chacun de nous à l'intérieur de nous. Et cette part divine a pu s'exprimer à travers moi, bien au-delà de moi, petite Aurélie qui veut maîtriser. Et pour moi, cette capacité de magnétisme qui aujourd'hui parfois se manifeste aussi avec des capacités de médiumnité, enfin plein de capacités différentes. Et de manière très concrète, j'ai pu couper des brûlures hyper intenses, j'ai pu arrêter une inflammation de thrombose d'une personne qui avait vraiment une très très grande souffrance. Et ce qui est assez fou, c'est que là, comme je vous disais, ça fait 3 ans et que c'est en pleine croissance et que ça ne s'arrête pas. Et il n'y a pas très longtemps, quand je témoignais autour du livre avec des lecteurs, j'ai compris quelque chose. Qu'est-ce que ça m'a permis en fait, cette agression et ce chemin de reconstruction? Ça a été quoi le plus gros et le plus magnifique des cadeaux? C'est que jusqu'à 2018, 2019, 2020, donc pendant les 35, 36, 37 premières années de ma vie, je pensais que quand on avait un problème, la meilleure manière de le résoudre, c'était de faire le maximum d'efforts, de se concentrer au maximum avec sa tête, d'être dans le faire, dans le penser et de trouver des solutions. Et ce que la vie m'a appris, bien malgré moi, c'est que si on essaye de tout contrôler avec la tête, on a des moyens ultra limités. Mais si finalement on laisse l'espace du cœur prendre le contrôle, si on peut dire, ou si on laisse seulement l'espace du cœur, l'espace de plus grand que soi à travers soi, s'exprimer le plus largement possible, la magie de la vie, elle opère. J'ai même écrit un article à ce propos qui s'appelle « Cœur guidé ». J'en ai fait un article sur mon blog. Si on se laisse guider par son cœur, si on laisse l'énergie de son cœur nous guider, il y a vraiment des choses inimaginables qui peuvent arriver. Et si il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous m'aviez dit que je couperais le feu, que je serais capable d'entendre ma propre guidance de mon âme en méditant, en fermant les yeux, j'aurais beaucoup rigolé.
mais en fait c'est simplement la magie de la vie, la magie de beaucoup plus grand que soi, à travers soi, qui peut s'exprimer.